Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Delphine Orvillers, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde connaît la rabbine, ou je ne sais pas si on dit rabbine ou madame le rabbin. On oui. peut dire rabbine. La rabbine Delphine Orvillers, on sait moins que vous avez été mannequin et journaliste. Vous êtes né en 1974, on peut le dire, à Nancy. Et en 1998, vous commencez des études de médecine à l'université hébraïque de Jérusalem que vous interrompez en 2000 pour devenir journaliste. Alors après, pendant 3 ans, vous travaillez à France 2, et puis changement de cap en 2003 lorsque vous entrez au séminaire rabbinique du Hebrew Union College de New York, et depuis 2008 vous êtes rabbin ou rabbine du mouvement libéral juif de France, et vous êtes aussi un auteur ou une autrice prolixe. Après Vivre avec nos morts, vous venez de publier chez Grasset Il n'y a pas de Hajar, sous-titré Monologue contre l'identité, un titre qui fait bien entendu référence à Émile Ajar, le pseudonyme, la seconde identité littéraire de Romain Gary, qui lui permit d'être le seul écrivain à recevoir 2 fois le prix Goncourt. Vous dites d'ailleurs que c'est la plus grande supercherie littéraire, pas supercherie tout court, supercherie littéraire du XXe siècle. Alors votre livre, qui est un monologue théâtral, a été à l'affiche du Théâtre du Plateau Sauvage et le sera en fin d'année au Théâtre du Rond-Point à Paris. Alors avant de parler de cette actualité littéraire, de votre actualité littéraire, Delphine Orvillers, d'abord votre parcours, vos choix et vos engagements. Pourquoi avoir choisi la religion? Pourquoi avoir choisi de devenir rabbin? Une passion, une vocation, un accomplissement, ou tout simplement un destin? Quel grand mot. D'abord, vous savez, en hébreu, le mot chaim, il existe qu'au pluriel. La Ça vie. n'existe pas, la vie, d'en avoir une seule. Nos vies sont toujours conjuguées au pluriel. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression d'avoir, d'une certaine manière, plusieurs existences. Alors, dans le portrait que vous avez dressé maintenant, il y a des choses vraies, il y a des choses qui le sont moins. Par exemple, vous avez rappelé que j'étais mannequin. Certes, j'ai eu une expérience dans le mannequinat, mais qui était somme toute anecdotique et relative. C'est vrai que souvent, on m'en parle. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais c'était très anecdotique dans ma vie. Et on passe facilement du métier ou du job de mannequin à celui de rabbin? En fait, on passe surtout plus ou moins facilement dans la vie à plein de façons d'être au monde. J'ai été aussi serveuse dans des restaurants, j'ai fait du babysitting, j'ai fait plein d'autres choses qui m'ont sans doute pas préparée au rabbinat. Quoique, parce qu'en fait... en réalité, toutes les expériences de vie qu'on a finissent par être comme des morceaux d'un puzzle, quelque chose qui se raccroche les uns aux autres. J'ai vécu en Israël jusqu'en 1997, j'ai interrompu mes études de médecine, j'ai fait de la recherche aussi scientifique, j'ai fait plein d'autres trucs. Plein de choses. Et est-ce que... Bon, en fait, voilà, moi je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie et que finalement, c'est assez triste de choisir de n'en avoir qu'un seul, à savoir si quelque chose vous prépare au rabbinat, je ne sais pas en fait. Est-ce que votre famille vous prédisposait à ce parcours, au rabbinat? Est-ce qu'il y avait une fibre religieuse chez vous? Et rabbin, est-ce que c'est un métier fait pour Delphine Orvillers? En tout cas, j'ai un grand-père qui était rabbin, qui avait suivi une formation de rabbin, un grand-père qui a eu une influence majeure sur celle que je fais aujourd'hui. Qui venait d'Hongrie, c'est celui qui venait d'Alsace-Lorraine, qui a étudié à la rue Vauquelin, au séminaire orthodoxe de la rue Vauquelin. Il a choisi de ne pas devenir rabbin, lui. Il a choisi de devenir enseignant. Il était proviseur d'un très grand lycée de la République. Il y avait dans ma famille une Poincaré à Nancy, le lycée Poincaré, pour ceux qui connaissent. Il était prof de latin-grec, donc il était à la fois hébraïsant et aussi hellénisant et très intellectuel. Un homme de culture, quoi. Un homme de culture, voilà, un homme de lettres. Très ouvert d'esprit. Il a eu une influence majeure sur moi, sur mon identité juive. Et puis, je viens d'une famille où on est, c'est vrai, très impliqué dans le judaïsme. Mon père est président d'une communauté dans Champagne, à Épernay, président d'une communauté consistoriale. Voilà, je viens d'une famille où toujours la place de l'identité juive était importante, même si, comme dans de très nombreuses familles, on peinait à la définir exactement. Est-ce que c'était affaire d'ancrage historique? Est-ce que c'était affaire de Alors justement, pratique? c'est quoi être juif? C'est quoi être juive, Delphine Orvillers? Eh ben, je mets au défi quiconque de répondre à cette question. En fait, il y a plein de définitions et aucune d'entre elles ne semble correspondre précisément à qui que ce soit. Il y a des gens qui disent qu'on est juif parce qu'on a des parents juifs, d'autres parce qu'on a une histoire juive, d'autres parce qu'on pratique le judaïsme, qu'on parle hébreu ou qu'on s'intéresse à l'histoire de ce peuple ou qu'on a des enfants juifs ou des petits-enfants juifs. Moi, en fait, je ne sais pas exactement ce que c'est d'être juif. Il y a une phrase d'Amos Oz que j'adore, qui dit « Nous, les Juifs, sommes incapables de tomber d'accord avec une phrase qui commence par « Nous, les Juifs ». Et je trouve que c'est une assez jolie définition de l'incapacité que nous avons à nous définir, parce que le judaïsme échappe à toute définition. On dit aussi deux juifs, trois opinions. Oui, on dit que voilà, on sera... En fait, une autre définition que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime citer des auteurs, même contemporains, Jacques Derrida disait que pour lui, le judaïsme, c'était une façon de ne pas être tout à fait soi. Et je me reconnais assez dans cette définition. Je me méfie des gens
qui sont très à l'aise et Mm. confortables dans leur identité, qui savent vous la définir où est la maison et comment on y est bien Parce, installé. parce que aussi, le judaïsme n'est pas qu'une religion, ce n'est pas qu'une croyance, ce n'est pas qu'une affaire de croyance, et deux fois, c'est autre chose. Oui, je ne sais même pas si le mot religion doit s'appliquer aux judaïstes. C'est Mm. une certaine, pour certains, c'est une philosophie, une civilisation, Une une culture. façon de se positionner dans le monde, une façon d'interroger. Pour moi, le judaïsme, c'est un certain rapport au texte aussi. C'est un certain art de la lecture, une façon de regarder le texte, de prendre une distance par rapport au texte, d'être dans l'interprétation, que ce soit d'ailleurs du texte sacré ou de tout autre texte. Je trouve qu'il y a chez beaucoup de juifs un certain art de la lecture qui leur est propre. Alors, en 2017, vous avez signé avec l'islamologue Rachid Benzine des 1001 façons d'être juif ou musulman, pardon. Et puis, il a dit de vous que vous n'êtes pas encapsulé dans votre communauté, un compliment, que vous parlez en tant que femme, que beaucoup de jeunes femmes musulmanes vous lisent et vous admirent. Et il conclut, il faudrait des femmes imams comme vous, Delphine Orvillers, pour faire bouger les choses. Est-ce que c'est important d'être une femme en religion ? Qu'est-ce qu'une femme rabbin a de plus, on va dire, de complémentaire à un rabbin ? C'est compliqué de répondre à cette question. Je crois que le propre de nos traditions religieuses, c'est que, et c'est indéniable, pendant très longtemps, elles n'ont pas voulu, pas su, pas pu, dites-le comme vous voulez, faire de la place aux femmes. Pourquoi ? Parce que le féminin et la femme, ça représente toujours l'autre avec un grand A, l'altérité. Et que, c'est un euphémisme, nos institutions religieuses n'ont pas été championnes dans leur capacité, toutes traditions confondues. Elles ont du Faire mal de à la l'être place, aujourd'hui. encore aujourd'hui. Elles ont du mal à l'être Faites aujourd'hui. de la place à l'altérité. Donc si vous ne faites pas de la place aux femmes, ça veut dire en filigrane que vous ne faites pas vraiment de place aux autres, quel que soit le visage de cet autre, que ce soit le converti, le non-croyant, le non-pratiquant, l'homosexuel. Enfin, vous pouvez le décliner à l'envi. Toutes ces figures de l'altérité de nos traditions, on va dire la périphérie, eh bien souvent a été rejetée, éclipsée ou bâillonnée. Et je pense que aujourd'hui, l'accès des femmes à des fonctions de leadership au sein du monde religieux est une façon de redonner la voix à toute une partie de cette tradition qui a été éclipsée. Je ne suis pas sûre qu'une femme rabbin exerce le métier de rabbin tellement différemment d'un homme. Mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est que quand des femmes accèdent à cette fonction, même les hommes commencent à exercer cette fonction différemment. C'est vrai. Alors justement, Benzine dit aussi, et là c'est par rapport à la société tout entière, que vous faites beaucoup de bien à la société française. Est-ce que c'est l'impression que vous avez vous-même de vous ? Faites beaucoup de bien à la société française. C'est compliqué de parler de soi. Oui, mais disons que je conçois ce qui a été souvent dit, que en fait, moi je m'efforce depuis des années maintenant dans mon travail de rabbin, mais aussi dans la façon dont j'essaie de commenter la société autour de moi, l'actualité. Je trouve qu'on est dans un temps d'hyperpolarisation où les gens se radicalisent, ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à se dire sur plein de sujets qu'on abordera peut-être dans cette émission, sur la question du féminisme, de la laïcité, de l'environnement et que sais-je encore. Il y a des guerres non seulement d'opinion, mais il y a aussi des guerres intergénérationnelles. Et moi, ce que j'essaie de faire dans ma petite mesure, humblement, c'est de ne pas y contribuer et au contraire de se poser la question de comment est-ce qu'on crée du lien entre des mondes, entre des gens qui n'arrivent plus à se parler. Et ça implique, oui, de se mettre dans une position de pont dans la société. J'avais dit sous la forme d'une blague il y a quelques années que je proposais qu'on crée des dîners de pont sur le modèle des dîners de cons. Vous savez, au lieu d'inviter un idiot, on inviterait à chaque fois dans les dîners quelqu'un qui accepte de faire pont, c'est-à-dire de rétablir une communication. Et il y aurait qui comme pont, impossible. comme tête de pont ? Je sais pas, il y en a. Par exemple, vous voyez, Rachid Benzine, on vient d'en parler. C'est quelqu'un qui, dans le monde musulman, a une capacité à créer des ponts entre les générations, en tant qu'islamologue aussi, entre les imams parfois et des croyants ou des fidèles musulmans. Je crois qu'il y a des gens autour de nous, des philosophes, des penseurs, parfois des artistes, qui ont cette capacité tout à coup à réconcilier un peu, à faire ce qu'on appellerait dans un langage juif du tikkun, c'est-à-dire Tikkun olam ? du tikkun. En fait, souvent le mot tikkun, vous le savez, on le met à toutes les sauces aujourd'hui. On suggère qu'il veut dire réparation. Mais c'est pas ça. En fait, le mot tikkun, étymologiquement en hébreu, petit cours d'hébreu maintenant, tikkun, ça veut dire tresser. En fait, la tresse, c'est cet art subtil de prendre des morceaux disparates qui, a priori, ne sont pas reliés les uns aux autres et de les sceller, de les nouer les uns aux autres dans une tresse pour qu'ils deviennent plus solides. Alors, donc voilà, je suis pour tresser un peu les choses. Tresser un peu les choses, réconciliation, et pourtant, vous le savez, vous êtes détesté par une partie de la communauté juive. Mais c'est quoi ? C'est du machisme ? C'est quoi ? C'est le rapport compliqué entre la religion, de la religion à la femme ?
Je Hein, et crois que le féminisme, vous en parliez là. oui, je crois qu'effectivement, parfois, je me retrouve à une position qui en dérange certains parce Mmh. que je suis une femme rabbin, parce qu'on juge parfois que mes positions sont trop progressistes, trop ceci, trop Mmh. cela, trop à gauche, trop féministe, que sais-je encore. Mais moi, je m'en inquiète pas plus que ça. Moi, je me méfie souvent des gens qui sont dans le consensus absolu. Vous savez, parfois, il y a des gens qui plaisent à tout le monde et c'est plutôt le signe qu'ils apportent pas grand-chose au débat. C'est trop Donc, lisse. oui, il faut Mmh. pas. Moi, alors, bon, parfois, ces attaques sont particulièrement virulentes. Parfois, par exemple, sur les réseaux sociaux, je me retrouve consultée à lire des choses absolument atroces qui, d'ailleurs, souvent, c'est intéressant, viennent de gens très différents. Parce Moi, que vous êtes attaqué aussi bien par une partie de la communauté juive que par des antisémites. Hein. oui, Ah, ça a été encore j'ai eu récemment le cas. Hein. récemment, j'ai eu à la fois des attaques venant de l'extrême droite juive Mmh. et venant du camp pro-palestinien, d'une extrême gauche. Enfin, ça peut venir de directions très très différentes. Et encore une fois, de mon point de vue, c'est plutôt bon signe. Je remarque d'ailleurs que ces extrémistes de tout poil, eh bien, souvent utilisent les mêmes termes, à savoir font très très vite usage d'insultes misogynes ou à caractère Sexiste. sexuel, sexiste. Et ça ne m'étonne pas vraiment, puisqu'effectivement, on s'en prend à la femme, à l'autre, à nouveau, à l'altérité, à celui ou à celle à qui on ne voudrait pas faire de place dans un schéma de pensée où il y a de la place que pour une vérité, la leur. Alors vous avez constaté que la parole féminine est rare dans le Talmud, ce qui est vrai. C'est quoi? C'est un vestige du passé, c'est du machisme. Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que la religion peut évoluer En fait, on vers est plus de féminisme, de place pour la femme? oui, en fait, on est héritier de lectures qui ont été faites dans des contextes où ça n'aurait même pas de sens de se dire que nos textes sont misogynes. Ils sont pas misogynes parce qu'ils ont tout simplement été écrits dans des contextes où la place de la femme n'était pas celle qui est dans notre société. Il y avait Quelle que pas- soit la religion. Quelle que soit la religion. Enfin, en les fait, religions qui sont apparues ouais. après le judaïsme. Hein. Moi, ça m'amuse toujours un peu quand des gens veulent à tout prix chercher du féminisme dans le Talmud ou dans la Bible ou dans le Coran ou dans les évangiles. Il serait quand même absurde d'essayer d'imaginer qu'il y a eu une idéologie, un agenda, comme on dirait en anglais, féministe pour cette époque. La question, c'est pas de savoir si nos textes ou nos interprètes du 6e, 10e et 12e siècle étaient misogynes. La vraie question à se poser, c'est si au 21e siècle, Comment ils le sont. Voilà. Et la réponse, malheureusement, à cette question, c'est que oui. Bien souvent, ils le sont encore. Ils le sont, nos commentateurs et nos rabbins misogynes, quand ils refusent de faire de la place aux femmes, soit à leur corps, soit à leur esprit. Ils le sont quand on relègue, ce qui est encore le cas bien souvent dans les synagogues, les femmes à une place où elles n'ont pas la possibilité d'entendre, de prendre part à la prière, d'étudier. Quand on les installe définitivement et irrémédiablement dans une posture de domesticité pour être uniquement les femmes d'eux ou les mères de quelqu'un. Alors oui. Et quand on sépare les hommes des femmes dans les synagogues? Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi j'ai grandi dans des synagogues où les hommes et les femmes étaient séparés et je respecte tout à fait que le minhag, la tradition certaine, soit de séparer les hommes et les femmes. Mais la question qui se pose toujours dans cette séparation, c'est le respect de la dignité de chacun. Il y a des synagogues où la place des femmes séparée des hommes est tout à fait digne puisqu'elles elles ont accès au culte, à la prière, etc. Et puis il y a des synagogues où elles sont effectivement cachées quelque part à l'arrière, où elles ne voient rien et n'entendent rien. Et là, on ne parle pas de la même chose. Alors, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la même chose non plus par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Hein, vous êtes formé aux États-Unis. On est loin, très loin en France de la situation aux États-Unis, à New York, ainsi de suite. 3 femmes rabbines en France. Maintenant, on est 5. Vous êtes 5. Alors, vous étiez 3 il n'y a pas très longtemps. Très vite, oui. 2 synagogues du mouvement libéral, juif libéral, sur 500 lieux de culte en France. Il y a un manque? Disons que c'est le reflet d'une histoire où le judaïsme libéral est devenu ultra majoritaire aux États-Unis et qu'en France, il est et il reste encore pour des raisons historiques, notamment, et culturelles minoritaires. En France, Napoléon a mis en place un consistoire, vous le savez, il y a plus de 2 siècles. Ce consistoire qui était un outil extrêmement efficace pour le pouvoir napoléonien et pour le pouvoir politique de façon à avoir un interlocuteur et un seul au sein de la communauté juive, avec à sa tête un président du consistoire et un grand rabbin de France, a créé un système extrêmement néfaste pour le respect du pluralisme, la pluralité des voix. S'il y a une personne qui parle au nom du groupe, alors soit elle est capable de parler au nom de tous les éléments du groupe et les sensibilités, soit se pose la question, effectivement, de sa représentativité, de sa légitimité. Les Américains n'ont pas ce problème, puisqu'il n'y a pas de consistoire, il n'y a pas de grand rabbin aux États-Unis. Il y a comme différentes, entre guillemets, chapelles, sur un modèle, on va dire, plus
protestants. Et d'ailleurs, je voudrais dire un mot là-dessus, c'est intéressant parce qu'il faut s'en souvenir. Protestant qui est majoritaire aux États-Unis. Oui, en fait, il faut en être conscient. Le Mm. judaïsme français, dans sa structure, est fortement marqué par le catholicisme et l'organisation de l'Église catholique, puisque c'est la religion dominante. Mm. De la même manière que dans le monde anglo-saxon, et particulièrement aux États-Unis, le judaïsme est structuré et influencé par le monde majoritaire protestant. On est toujours sous influence. Sous influence, mais alors, même si vous êtes minoritaire, 5 rabbins femmes, votre voix porte. Oui, alors aussi parce La que vôtre, en tout cas, hein. j'ai Ouais. eu la chance de, enfin voilà, d'abord, enfin à titre personnel parce que j'ai eu la chance de publier, de rencontrer un écho de gens qui tout à coup me lisent et d'ailleurs pour certains me lisent pas parce que je suis rabbin ou rabbine, mais parce que ils Parce que suivent ma vous êtes une pensée, ou penseuse, voilà. hein. Et d'ailleurs j'ai même pas besoin que tout le monde reconnaisse Ouais. ce titre. Et puis c'est vrai que je crois que si la voix d'un judaïsme progressiste est entendue en France aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle répond à un besoin demande. réel, à une demande, y compris parce que je crois que bien souvent, on n'a pas su écouter et trouver les gens là où ils étaient. Vous savez, dans le Talmud, on nous dit qu'on sort la Torah les lundis et les jeudis. Je fais cette petite parenthèse, parce que les lundis et les jeudis, à l'époque de l'Antiquité, c'était les jours où il y avait des marchés. Et donc, les rabbins voulaient aller à la rencontre des gens sur le marché, apporter la Torah là où les Aller gens vers se l'autre, trouvaient. quoi. Aller vers l'autre. Et c'est quelque chose qui devrait rester pertinent aujourd'hui. Mais ça, les gens On ne doit savent pas, tous se poser. hein. Ah non, les gens ne le savent pas. Et on doit se poser d'ailleurs, la je ne question. savais pas, hein. Voilà, on a plein de choses à apprendre. Voilà. Mais il faut se poser la question aujourd'hui de, entre guillemets, Comment où on va sont les vers les autres marchés, Ouais. où sont les gens, Ouais. comment vivent-ils, quels conseils doit-on leur donner et où leur apporte-t-on la Torah? Et je crois que le judaïsme progressiste aujourd'hui essaie de répondre de manière efficace à cette question Alors, et à les problématiques Il y a beaucoup de d'aujourd'hui. personnes, de personnalités qui parlent de vous. L'acteur Stéphane Fraisse, il dit « Dans un monde d'hommes, ce qu'elle fait, Delphine Orvillers, est assez courageux. Pour elle, rien n'est indiscutable. C'est une femme de spectacle aussi, qui sait créer le silence, c'est se fait croire qu'elle est déstabilisée par une intervention. Elle est un peu magicienne. C'est juste ou pas ?» Je ne sais pas, en tout cas, je suis très attachée à la notion d'abracadabra. Vous savez, elle vient de l'araméen. L'araméen, ça veut dire il a fait comme il a dit, c'est la parole performative. Et je crois que ce qu'ont essayé de faire les rabbins à travers l'histoire, à toutes les générations, c'est de voir à quel point les mots produisent un abracadabra et ont la capacité, l'enseignement a une capacité à changer le monde. Rapport avec les hommes, comment ça se passe avec le rabbin Chaim Corsia, le grand rabbin Chaim Corsia? Les hommes. Eh ben, vous êtes très bien, le rabbin Chaim Corsia, le grand rabbin Chaim Corsia, j'ai eu beaucoup d'admiration à son égard et aussi de reconnaissance parce qu'il a été mon rabbin pendant longtemps. Votre rabbin, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'étais élève du Talmud Torah de Reims lorsque j'étais enfant. Ah oui, quand vous étiez Et que c'était à donc Épernay. mon rabbin, adolescente. Il était non seulement mon rabbin, mais aussi, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le dire, un confident. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il a été très important dans ma construction juive, dans ma construction de jeune femme, alors qu'il était toujours un conseiller, quelqu'un qui avait beaucoup de choses à nous enseigner. Et il a fait un travail, je dois dire, remarquable dans cette communauté de Reims et par la suite aussi, évidemment, mais pour la jeunesse de Reims, du Talmud Torah, tous les jeunes que nous étions, qui fréquentions la synagogue. Il a été un très puissant moré derer, quelqu'un qui guidait, qui montrait le chemin. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec lui? Eh bien, ça se passe bien. On est engagé dans des chemins, certes, très différents. Mais voilà, il y a... Et avec les autres rabbins? Écoute, je n'ai pas de doute sur le fait que la porte ouverte des libéraux dans la direction, pour schématiser, dans la direction du consistoire, ne rencontre pas une ouverture similaire de l'autre côté. Moi, je suis toujours et en toutes circonstances ravie de discuter avec mes collègues orthodoxes. J'ai l'impression que pour eux, c'est parfois plus compliqué d'ouvrir le chemin et de tendre la main. Et je le regrette parce que moi, je continue à penser et à le dire. Le judaïsme aujourd'hui a besoin de tous ses visages et de toutes ses voix. De toutes ses voix, et d'ailleurs, et d'aborder aussi tous les thèmes. Hein. Vous abordez notamment les thèmes de l'homosexualité ou des mariages mixtes. Tout le monde ne le fait pas. Oui, tous les rabbins ne le font pas. Encore une fois, pour les mêmes raisons de tout à l'heure, je pense qu'il faut trouver les gens là où ils sont. Aujourd'hui, que ça nous plaise ou non, qu'on ait quelque chose à en dire ou pas, la majorité des juifs de France sont en couple ou créent une famille avec quelqu'un qui n'est pas juif. C'est-à-dire que la mixité du couple et des familles aujourd'hui est une réalité du judaïsme français. Alors, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire semblant de ne pas le voir, ou vous pouvez vous poser la question de comment on peut faire ensemble pour que ces familles
s'ils le souhaitent, restent inscrits dans le judaïsme pour que ces enfants qui vont grandir dans ces familles où il y aura des héritages multiples, où bien souvent un choix aura été fait d'ailleurs de transmission du judaïsme, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas leur claquer la porte au nez et se poser la question de la place qu'ils vont trouver dans nos institutions et Il faut se de où baser grandiront leurs enfants. sur le modèle américain, quoi. Je sais pas, en fait, le modèle américain est très différent du nôtre, incontestablement. D'abord parce Pas que... d'exclusion, en fait. Voilà, c'est ça que vous voulez En dire. tout cas, la question de l'inclusivité doit se poser à nous, mais la réponse qu'on y apportera sera une réponse française, parce que oui, les Juifs français ont une histoire, une culture, un rapport à la tradition hourite qui est très différent des États-Unis, mais on a sans doute beaucoup de choses à apprendre des Américains et beaucoup de choses à ne pas reproduire. Alors, l'humour juif aussi dans tout cela, ça compte pour vous, l'humour juif? Et l'humour tout court, hein? L'humour, c'est pour moi essentiel parce que c'est, à mon sens, un des outils théologiques les plus puissants dont dispose le judaïsme. Je crois que, à travers son histoire, les Juifs ont fait face à des tragédies qui les ont frappés, et finalement, ils ont trouvé dans l'humour une capacité à trouver un pilier de résilience, à se relever à bien des moments de leur histoire. Ça leur a permis de ne pas se vivre comme des victimes, exclusivement des victimes, mais de s'emparer de ce qui leur arrivait. Je vais citer Romain Gary, qui n'était pas un rabbin, mais qui aurait pu l'être, qui disait quelque chose de très juste. Il disait l'humour, c'est la trace de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et je trouve que voilà, il y a dans la tradition juive une capacité à se relever par l'humour. Et puis, l'humour, c'est une forme d'exégèse, c'est-à-dire c'est une forme d'interprétation. C'est quand on joue avec les mots, et c'est souvent l'humour juif est un jeu de mots. Quand on joue avec les mots, on dit que un mot peut vouloir dire autre chose. Et à partir du moment où un mot a des sens multiples, la pluralité des sens nous ramène à l'exercice clé et central de la vie rabbinique et de la vie juive, l'interprétation. L'interprétation. Est-ce que le judaïsme pourrait exister? Est-ce qu'il aurait survécu sans humour juif, sans humour? Je sais pas, c'est difficile de réécrire l'histoire. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, cet humour nous a permis de traverser les tunnels les plus obscurs de notre histoire. Parfois, un humour que d'autres vont pas nécessairement comprendre, une capacité à exercer même un humour noir face aux pires tragédies. Ou de la dérision, hein. Dérision, j'ai cité dans un de mes livres précédents, je crois que c'était dans Vivre avec nos morts, une célèbre blague juive où deux rescapés de la Shoah discutent et font des blagues sur Auschwitz. C'est Dieu qui passe par là, leur dit « Mais comment osez-vous plaisanter sur ce drame ?» Et l'un des deux répond à Dieu, se tourne vers Dieu, il lui dit « Toi, tu peux pas comprendre, t'étais pas là. » Et cette blague est typiquement de l'humour noir, de l'humour juif, voilà, qui est un peu perçu par d'autres traditions. Ça fait sourire et ça donne les larmes aux yeux. Oui, parce que c'est une façon de raconter notre histoire tragique, de se retourner contre Dieu lui-même, quelque chose de très juif, en fait, d'être capable de mettre Dieu en accusation. On l'a fait à plein de moments de notre histoire. Et souvent, d'autres religions regardent ça comme une forme de blasphème, nous disent « Mais comment osez-vous ?» Mais on ose parce que le Talmud ose, parce que nos sages l'ont osé à toutes les époques. Dans le Talmud, il y a tout plein de récits où les rabbins disent à Dieu, moi c'est mes moments préférés, quand les rabbins se tournent vers Dieu et lui disent « Tu n'as pas à intervenir dans nos débats. La Torah nous a été confiée, donc maintenant, entre guillemets, tu nous fous la paix. Tu nous laisses débattre au sein de l'humanité. Fallait pas nous donner la Torah, maintenant elle est entre nos mains. » Et alors vous êtes rabbine et vous êtes aussi mère de 3 enfants. Delphine Horviller, c'est quoi une mère juive? Et est-ce que vous êtes une mère juive? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si je colle à tous les clichés de la mère juive. Oui, je suis une mère inquiète. C'est quoi la mère juive? Je dis souvent que la mère juive, c'est le modèle antitéphale de la maternité, à savoir c'est une mère qui vous colle et qui adhère en toutes circonstances. C'est souvent comme ça qu'on la présente. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'être une femme, il n'y a pas besoin d'être une mère, il n'y a même pas besoin d'être juif pour être une mère juive, selon cette définition. Un homme non juif peut être une mère juive. Absolument, moi j'en connais beaucoup. Vous en connaissez beaucoup. Mais en fait, voilà, je sais pas si je suis une mère juive. Je crois que je suis, oui, inquiète souvent pour mes enfants. Maintenant, j'ai trouvé un truc génial que les parents juifs doivent connaître, c'est une possibilité à distance de suivre, de savoir exactement géolocaliser, c'est ça? Je les géolocalise. Ils aiment ça, vos enfants? Mais ils détestent ça. Voilà, on est d'accord. Je peux vous dire en permanence au mètre près. Ah, vous faites ça, vous? Ah oui, mais c'est terrible. Ah, donc vous êtes quelque part un flic? Voilà, mais la mère juive, c'est quand même le plus... En fait, toutes les flics du monde puisent leurs renseignements du côté des mères juives. Donc une mère juive, c'est quelque part un flic? Hein? Un super flic, flic. très très efficace. Mais là où je suis pas une mère juive, c'est que j'ai pas l'impression, par exemple, d'être obsédée par leur alimentation, les nourrir, etc. Donc je dois pas coller à tous les
à tous les clichés. Une mère juive, c'est aussi une mère qui transmet à la fois ses angoisses, mais aussi ses rêves et ses espoirs à ses enfants. Et souvent, ça peut être un poids dans la vie, mais c'est aussi souvent une vraie bénédiction d'avoir une mère juive. Alors, il y a aussi l'antisémitisme. Vous avez dit les souffrances lacrymales ne donnent aucun droit. Elles vous donnent des clés pour vous apprendre à vous relever. On en a besoin en un temps où la compétition victimaire nous assassine. Ce n'est pas une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais que vous répétiez cette question. Qu'est-ce que de la citation? Excusez-moi. C'est la vôtre, hein? Oui. Les souffrances lacrymales ne donnent aucun droit. Elles vous donnent des clés pour vous apprendre à vous relever. On en a besoin en un temps où la compétition victimaire nous assassine. Ce n'est pas une image. Oui, mais en fait, c'est exactement la même question que celle de l'humour juif de tout à l'heure. En fait, vous avez le choix quand vous êtes frappé par quelque chose, quand effectivement vous êtes victime de quelque chose. Vous pouvez, et même souvent, je pense que vous devez raconter ce qui vous est arrivé. Mais quand vous racontez ce qui vous est arrivé, il faut prendre garde à ce qui menace tout témoin. C'est de devenir uniquement ce qui lui est arrivé et de ne plus se définir que comme une victime qui attend une forme de réparation. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que, à mon sens, le récit et le témoignage, ça doit vous servir à vous relever et à ne pas vous enfermer. Témoignage justement, c'était mercredi, oui. Vous avez témoigné devant la cour d'appel dans le cadre du procès des attentats de janvier 2015. Oui, à l'invitation de Maître Jakubowicz. Et la LICRA, j'ai été invitée à être un des grands témoins de ce procès. Vous savez que c'est actuellement le procès en appel, donc, à la fois de l'Hyper Cacher et de Charlie Hebdo. Et donc, on m'a demandé de témoigner, notamment de la façon dont j'ai vécu ces attentats de janvier 2015 et tenter de répondre à, vous savez, cette question impossible qu'on a posée tant de fois à travers l'histoire et qui ne tolère en réalité aucune vraie réponse, mais que pourtant on a tous en tête la question de pourquoi les Juifs? Pourquoi les Juifs sont frappés quand tout à coup un assassinat est commis, des assassinats sont commis dans l'attentat de Charlie Hebdo, que immédiatement après, 2 jours après, on frappe une épicerie cachère? En fait, se pose la question qui pour certains est devenue une norme, une évidence. Ah bah oui, on s'en prend aux Juifs comme d'habitude. Mais... il y a cette blague, hein, oui, on s'en prend aux Juifs et aux cyclistes. Et pourquoi aux cyclistes? Pourquoi aux cyclistes? Et alors, vous dites aussi, le passage à l'acte antisémite annonce toujours un passage à l'acte haineux beaucoup plus large. C'est ça aussi le sens de votre message. Oui, parce qu'en fait, on le sait, malheureusement, l'histoire nous l'a appris. La violence contre les Juifs, c'est toujours un prélude ou une répétition générale d'une violence qui s'apprête à s'abattre contre tout le monde. Malheureusement, l'année 2015 en France a été la démonstration, entre guillemets, parfaite et dramatique de ce scénario. On a frappé en janvier des journalistes pour ce qu'ils écrivaient, des Juifs pour ce qu'ils étaient. Et en novembre, toute une jeunesse ou des passants. Parce que cette haine, elle est aveugle, mais elle prend toujours les Juifs comme première cible avant de s'en prendre à tous et à tout un chacun. 11 Juifs tués, assassinés depuis qu'Ilan Halimi a été justement assassiné parce qu'on est juif. L'antisémitisme, c'est de nouveau un mal français. C'est un mal qui n'a jamais été éteint, qui n'a jamais disparu. Non, il n'a jamais disparu. Et quand vous voyez que cet antisémitisme est issu de jeunes issus de l'immigration, c'est pas un non-sens aussi? Oui, mais on le sait, aujourd'hui, l'antisémitisme, il peut, entre guillemets, s'emparer de bien des fanatismes, de bien des extrémismes. Il a été la propriété de personnes en particulier. On voit que l'antisémitisme, c'est comme un langage et que tout à coup, il y a des gens très différents qui se mettent à le parler, ce langage. Parfois, sans s'en rendre compte, c'est troublant. Vous tendez l'oreille, vous avez des gens très bien intentionnés qui seraient à des années-lumière eux-mêmes de se percevoir ou de se définir comme antisémites. Et puis, ils se mettent à parler une étrange petite langue de l'antisémitisme, une langue du complot, par exemple, une langue de la manipulation, de la finance, de l'argent ou des élites. On connaît tous les éléments de cette rhétorique. Et ça va s'emparer dans l'histoire tour à tour, des extrêmes politiques, des extrêmes droites, des extrêmes gauches, des fondamentalismes religieux. Aujourd'hui, incontestablement, c'est très central dans l'islamisme. Mais pas que dans l'islamisme. Mais en tout cas, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça n'a jamais disparu. Vous savez, moi, je suis née dans les années 70. J'ai pensé naïvement pendant longtemps que la proximité de la Shoah nous immunisait contre cette déferlante. Comme beaucoup de gens, j'ai pensé que le monde avait compris. Et puis, il y a eu, mais j'ai besoin de citer ces dates, 1980, Copernic, et 82, la rue des Rosiers, et 90, Carpentras, et 2006, Ilan Halimi, et 2012, Toulouse, et d'autres. Et alors, justement, est-ce que vous avez parlé d'extrême gauche, extrême droite, islamisme, est-ce que vous faites un signe égal entre extrême gauche et extrême droite?
Non, parce qu'en fait, ça n'aurait aucun sens de faire Mm. à quoi que ça veut dire de faire un Mm. signe égal. Mm. En fait, on ne peut pas comparer toutes les idéologies. Mm. D'abord, ne serait-ce que, c'est important de le préciser, il ne faut pas comparer l'idéologie d'extrême droite et l'idéologie d'extrême gauche pour une simple raison, c'est que souvent, l'idéologie d'extrême droite est fondée sur la haine de l'autre. Mm. Et une certaine idéologie d'extrême gauche est fondée sur l'amour de l'autre. Ouais. Mais entendons-nous bien. Vous connaissez cette expression française, l'enfer est pavé des meilleures intentions, de bonnes intentions. C'est pas parce qu'on base son idéologie sur l'amour de l'autre que c'est ce qu'on va créer. Et c'est facile à illustrer. Regardez ce qu'a fait le communisme au XXe siècle, ça part d'une très très bonne intention. Et voilà parfois où les idéologies nous mènent. Donc il faut pas tout mélanger, pas mettre de signes égaux, mais simplement rester vigilant. Alors, restez vigilants, à travers peut-être aussi la laïcité, les valeurs de la République. On revient justement à votre livre, parce que c'est autour de ça, et qui quelque part est un livre aussi sur la République. Hein, c'est bien ça. Quelque part un livre sur la République. Le livre sur Ajar, Ajar, tout ouais. dernier. Hein, Oui, et sur donc, les universalismes voilà, républicains. républicain. Alors, qui est Émile Ajar dont votre personnage, Abraham Ajar, dit être le fils? Oui, alors effectivement, j'ai utilisé une petite, de manière, une folie littéraire, puisque moi j'ai une vraie passion pour Romain Gary, qui a écrit sous pseudo, puisque Romain Gary était déjà un pseudo, mais sous un autre pseudo, Émile Ajar. J'ai voulu imaginer que cet Émile Ajar avait donné naissance à un enfant, Abraham Ajar, et donc je me pose la question à travers ce personnage de quelle manière on est les enfants. De qui on est les enfants, en fait, nous-mêmes? Est-ce qu'on est les enfants de nos parents? Est-ce qu'on est les enfants de notre culture? Est-ce qu'on est les Ou de enfants nos livres. des livres qu'on a lus? Voilà. Des livres qu'on Est-ce a qu'on lus. est les enfants de nos bibliothèques? Est-ce qu'on est les enfants des récits qui ont compté pour nous, de nos récits sacrés? Parmi, moi, les récits sacrés qui ont compté, dans ma bibliothèque, il y a eu des livres juifs, il y a eu des livres religieux et non religieux, il y a eu Romain Gary, il y a eu les livres, les récits de la République. Il y a eu l'héritage, oui, républicain, de la laïcité, des Lumières, de l'histoire française. Et tout ça, ça me raconte, ça me constitue. Et moi, je veux me vivre, c'est vrai, comme une héritière de ça. Les héritiers, c'est pas forcément des gens qui sont incapables de critiquer les choses, mais c'est des gens qui reconnaissent en toutes circonstances la dette qu'ils ont à l'égard du monde qui leur a donné naissance. Alors, Romain Gary, à l'origine de ce livre, Romain Gary, né en 1914 à Vilnius, dans l'Empire russe, émigré en France à Nice en 1928, qui va devenir tout à la fois résistant, écrivain, diplomate. Il a été aviateur pendant la guerre, prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du ciel, est retrouvé mort. Il s'est suicidé le 2 décembre 1980 à Paris. Alors en 1975, la vie de François d'Émile Ajar obtient le prix Goncourt, et en 81, un testament posthume de Gary révélera que l'auteur de la vie de François était lui. Pourquoi cette passion pour Gary? Quel est votre Romain Gary à vous, Delphine Orvillers? Romain Gary, comme vous venez de l'expliquer, ne se laisse définir dans aucune définition. Aviateur, ambassadeur, résistant, fils à maman, enfin on pourrait le décrire de bien des manières. D'ailleurs, maman, une mère juive. Oui, une vraie mère juive. Si vraiment on parlait d'une mère juive, le modèle par excellence, c'est celui de La Promesse de l'Aube, bien entendu. Donc il ne se laisse jamais définir. Moi, ce qui me fascine chez Gary, et qui, de mon point de vue, en fait un grand auteur juif, même s'il aurait détesté qu'on dise ça de lui, parce qu'il aurait détesté qu'on l'enferme justement dans cette identité, lui qui tentait toujours de se réinventer. Mais de mon point de vue, ce qui fait de lui un très très grand auteur juif, c'est sa stratégie de survie. En fait, Gary est un survivant. Il a survécu, il est né en 14, vous l'avez dit, il survit à 2 guerres, il survit à l'antisémitisme qui assassine les siens, il survit en tant qu'aviateur, à un moment où tous ses camarades, ses pilotes autour de lui meurent au combat. Il survit, il renaît, il recommence, et il s'engage dans un processus de survie en 2 mots. C'est-à-dire que toute sa vie, il essaie de faire que sa vie soit plus grande que sa vie. C'est-à-dire d'avoir une survie, quelque chose qui fait qu'il n'a jamais fini de dire qui il est et qui il pourrait être. Et je trouve que c'est un modèle extrêmement inspirant. Moi, c'est vrai que je me reconnais là-dedans. Encore une fois, dans ma petite mesure, je suis petite fille de déportés. J'ai l'impression d'être née et d'avoir très tôt dû me demander ce que ça voulait dire d'être les héritiers de la survie, héritiers de survivants. Et en bien des moments, vous voyez, vous dressiez mon portrait tout à l'heure, j'ai pas arrêté de changer de voix, de recommencer, etc. Je crois que si je devais faire ma psychanalyse sauvage maintenant, je dirais que ça a à voir avec
la même chose que ce que Gary a essayé de faire, La- c'est-à-dire de rendre la vie plus grande que la vie. Là, Romain Gary, il a survécu, pourtant il va se suicider. Oui, mais il faut se poser la question de pourquoi il se suicide. On ne sait jamais pourquoi les gens se suicident. Il y a du loin Primo de Levi moi chez l'idée. lui. Je sais pas, je crois pas que ce soit la même chose chez Primo Levi. Il y a du désespoir et je crois pas que chez Gary ce soit. Alors encore une fois, je veux pas parler. On parle pas au nom des morts d'abord, mais je pense que de ce que je comprends de son suicide, c'est que Romain Gary a la sensation qu'il est arrivé au bout de ses réinventions. Il s'est réinventé 1000 fois. Il a recommencé, il a recréé. Et c'est comme si à cet instant de sa vie, il se disait maintenant, je peux continuer à vivre, mais je ne pourrai plus survivre, faire que ma vie soit plus grande. Et il ne voit pas pourquoi cette vie-là, sans réinvention, vaudrait la peine d'être vécue. Et il y met un terme. Je ne suis pas en train de défendre ce choix, ni de l'argumenter, mais je pense qu'il y a quelque chose. Vous savez, juste avant de se suicider, il dit je me suis bien amusé. C'est étrange comme phrase. En fait, il suggère que voilà, il est arrivé au bout de l'entourloupe, au bout du caractère ludique qu'il a voulu donner à son existence, malgré les drames qui l'ont frappé. Alors, Delphine Orvillers, quelque part, elle est un peu Romain Gary. Il y a du Romain Gary chez vous? Je crois qu'il y a du Romain Gary chez beaucoup de gens qui l'ont lu. En tout cas, il y a chez moi, c'est vrai, une volonté farouche de dire ou de me dire que j'ai pas encore dit le dernier mot de ce que je pourrais être et de ce que je pourrais faire. Je trouve que c'est triste de se sentir définitivement installé, arrivé à la maison, sédentarisé. Je crois à la possibilité de continuer à être en mouvement. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis rabbin d'une synagogue qui s'appelle Judaïsme en mouvement. Je dirige une rédaction qui s'appelle Ténois, ça veut dire le mouvement. En fait, je me rends compte que le mouvement, c'est une valeur à laquelle je crois beaucoup. Je me méfie des gens qui ont tellement confiance en la stabilité de leur géographie, de leur spiritualité, de leur vie et de leurs convictions. Alors justement, le mouvement, depuis Abraham, le mouvement dans le judaïsme. Abraham Ajar, Abraham dans la Bible, donc le père de tous les croyants, vous considérez qu'il faut pouvoir s'arracher à ses origines, le mouvement. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous dites il faut que je m'arrache à mes origines? Oui, pour être ouvert peut-être sur le monde et sur les autres. Oui, je crois que c'est assez fascinant de se dire que nos traditions monothéistes se choisissent comme père un homme qui est parti de la maison de son père, parce que c'est ça l'injonction abrahamique, c'est de quitter la maison du père, c'est-à-dire quitter le lieu des origines. Moi, je crois qu'il y a une façon d'être fidèle à Abraham qui consiste à reproduire ce geste à chaque génération. Et d'ailleurs, je ne crois pas, à vrai dire, que la transmission soit autre chose que ça. Vous savez, parfois, on pense que la transmission est affaire de reproduction à l'identique, qu'on nous transmet un modèle et qu'il faudrait reproduire les choses à l'identique. Et en fait, ça marche jamais comme ça. Souvent dans la vie, on se rend compte que on a été fidèle à nos ancêtres quand on a su être aussi culotté que eux l'ont été vis-à-vis de leurs propres parents. C'est-à-dire que à chaque génération, on prend un tout petit peu la tangente, on met de la créativité, on ajoute une sauce qui nous est personnelle. J'ai toujours en tête cette image culinaire, vous savez, quand on veut se transmettre une recette dans une famille, la recette d'une grand-mère par exemple, on n'arrive jamais à la reproduire à l'identique, on n'arrive jamais à la conserver, sauf quand quelqu'un est capable de dire « c'est la recette de mamie, mais j'ai ajouté du cumin » ou alors « c'est la recette de ma grand-mère, mais j'ai changé les épices ». Quand quelqu'un ajoute un petit twist, alors là, il s'engage dans un processus de transmission. Transmission au centre des valeurs juives, du judaïsme. Oui, parce que c'est la clé de notre survie. C'est quand même phénoménal, il faut le dire. Toutes ces civilisations qu'on a croisées qui ont disparu. En fait, le calendrier juif ne fait qu'en témoigner. On passe notre temps à raconter des histoires de notre rencontre avec des civilisations autres. À Pessah, on reproduit un symposium gréco-romain et à Purim, on importe des carnavals perses antiques dans nos vies. Mais à ma connaissance, en Perse, plus personne ne fait de ce carnaval. Il n'y a plus de civilisation hellénique qui fait ce genre de symposium. Les Juifs, eux, ont perduré à travers l'histoire parce qu'ils ont rencontré les autres et parce qu'ils ont changé. Transmission et identité. Je suis pour polluer toutes les entités. C'est Abraham Ajar, votre personnage qui parle, cette idée morbide d'identité pour que puisse à nouveau circuler la conscience claire de tout ce que l'existence doit au mélange. En quoi l'identité est-elle une idée morbide, Delphine Orvillers? En fait, entendons-nous bien, l'identité n'est pas forcément une idée morbide, mais elle peut l'être, et elle l'est à partir du moment où elle vous convainc que vous êtes à la maison, que vous êtes définitivement arrivé. Quand aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se définissent en disant « voilà ce que je suis, point, je ne suis que cela, de préférence un petit bout de moi-même », et de préférence celui qui a souffert ou qui a été discriminé.
Je dis dans le livre, enfin le personnage qui dit des choses parfois que je pense et parfois que je ne pense pas vraiment. Oui, Mais disons généralement, que quand on écrit, quand on fait parler un personnage, c'est un peu ce qu'on pense. oui, mais pas forcément. Pas Là, forcément. là, il est beaucoup plus culotté et en colère hein, et hargneux que je ne le suis, mais volontairement. C'est une façon de pousser un peu le trait à travers ce personnage. Ce personnage, il dit quelque chose auquel je crois beaucoup, pour le coup. Il dit, il fut un temps, il y a une époque où on pouvait être plein de choses à la fois. Et les gens vous disaient, je suis communiste et gymnaste, juif et joueur d'échecs, et que sais-je encore. C'est un peu Et Gary, quoi. Hein. voilà, mais en fait, on est tous plein de choses. La vérité, c'est que si vous me demandez maintenant de me définir, je pourrais énoncer une liste de composantes de mon identité millefeuille. Mais vous avez sans doute remarqué comme moi, autour de nous, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont plus que un truc. Ils vous disent, moi, je suis végane, moi, je suis gay, moi, je suis catho, moi, je suis... Et en fait, c'est pas possible. On peut vous dire, en gros, il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose de précis, de et puis, particulier. il faut toujours se méfier des définitions monolithiques et du 1. Amos Oz, qui est un autre de mes 10 books, je dirais, des auteurs qui me hantent et qui me fascinent. Amos Oz, il a écrit un livre que tout le monde devrait lire ou relire, qui s'appelle « Comment guérir un fanatique ?» Et donc, il essaie de déterminer dans son livre, c'est très pertinent pour aujourd'hui, qu'est-ce qui définit le fanatisme. Et il dit, un fanatique, c'est quelqu'un qui ne sait compter que jusqu'à 1. C'est quelqu'un qui ne croit qu'à une lecture possible du texte, une interprétation qui n'a qu'un livre, un maître, une vision du monde. Et je pense que quand on ne se définit que d'une manière, eh ben on flirte très vite avec le fanatisme. Et alors, vous critiquez aussi ce que vous appelez l'appropriation culturelle. Oui, ça aussi, c'était un coup de gueule dans ce livre que je voulais lancer contre ce phénomène avec lequel beaucoup de vos auditeurs sont sans doute familiers. De plus en plus souvent, maintenant, on considère que tout le monde ne peut pas parler de n'importe quoi. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est particulièrement vrai aux États-Unis, mais ça arrive aussi chez nous en France. Il faut, par exemple, être noir pour écrire un livre dont le héros est noir. Il faut être gay pour écrire un livre dont le héros est gay. Et ça donne lieu à des expressions dingues, par exemple. Des expressions dingues, il y a aussi des phénomènes étonnants. Oui, étonnant, mais par exemple, moi, cet été, j'ai souvent cité ça parce que ça m'a particulièrement choqué. Tom Hanks, le fameux acteur qui avait joué dans Philadelphie, ce film qui a révolutionné la vision de l'homosexualité et des malades du sida aux États-Unis dans les années 80. Tom Hanks a déclaré qu'aujourd'hui, il n'accepterait plus ce rôle parce qu'il considère qu'un homosexuel devait être joué dans ce film par un homosexuel. Et je me dis, c'est quand même fou d'en arriver là. Il y a une sorte de négation de la possibilité de se mettre à la place de l'autre. La négation de ce qui est artistique de la culture. Alors, entendons-nous bien, je sais très bien d'où part, de quelle bonne volonté part cette histoire d'appropriation culturelle. Au départ, l'idée, elle est simple. On considère, à juste titre, qu'il y a des gens dans l'histoire qu'on n'a pas entendus, qu'il y a des minorités qu'on n'a pas pu voir, qui n'ont pas donné leur récit et fait leur témoignage. Voilà. Et je pense que ça part d'une bonne intention, il faut entendre aussi leur voix, mais ça ne peut pas déboucher sur une censure généralisée. Il me reste 4 minutes, plein de questions. Appropriation culturelle et obsession identitaire. Oui, voilà, l'appropriation culturelle et l'obsession identitaire, c'est un peu la même chose. Ça pose toujours la question de qui est-on pour avoir le droit de parler. Alors bien sûr, quand on parle, on doit toujours se poser la question de qui parle, d'où cette personne parle, qu'est-ce qui lui donne la légitimité de parler. Mais un élément clé de toute société, un élément clé de toute créativité, un élément clé aussi de toute littérature et même de fondement de la psychanalyse, c'est qu'il faut être capable d'écouter l'autre qui n'est pas soi et de se mettre à la place d'un autre qui n'est pas soi. Parce que si on est enfermé dans les 4 murs de notre identité, alors moi, la prochaine fois que je viens vous parler d'un livre, il faudra forcément que ce soit l'histoire d'une femme ashkénaze née dans les années 70. Et Rabin et qui n'a pas fait de grande carrière de mannequin. Vous en avez fait quand même une, hein? Tellement anecdotique, mais bon, parlons-en. Alors, vous renvoyez aussi dos à dos les extrêmes politiques, nostalgie identitaire, fondamentalisme religieux. Il y a un fondamentalisme juif, Delphine Orviller. Bien sûr, parce que personne n'échappe au fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est l'idée qu'au fondement, c'est-à-dire au commencement, il y avait de la pureté. Et dès que les gens s'engagent dans un discours de pureté, d'authenticité, voilà ce qui est purement juif, voilà ce qui est originellement juif, authentiquement juif, on est dans un discours de fondamentalisme. Et alors, c'est quoi le fondamentalisme juif ? Le fondamentalisme juif, c'est précisément le discours de tous ces gens qui sont obsédés par la pureté des identités, par la pureté des croyances, comme si on n'avait pas été contaminé, influencé sur le chemin. En fait, bien sûr que si on a été, notre judaïsme a été placé sous influence du monde hellénique qu'il a rencontré, et du monde perse, et du monde chrétien, et du monde musulman, et de la République. Ça nous a influencés. C'est ce qui vous conduit à dire l'obsession identitaire nous assassine, Delphine Orviller ? Elle nous assassine parce qu'elle nous
D'abord, elle nous appauvrit considérablement et on le voit aujourd'hui, elle nous assassine parce que quand vous n'êtes plus qu'un petit bout de vous-même, c'est Salman Rushdie qui disait ça, quand nos identités sont appauvries, alors très très vite, l'autre devient un ennemi. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, celui qui ne vous ressemble pas parfaitement, très très vite, c'est votre ennemi. Alors en quoi les valeurs de la République et l'universalisme républicain apportent une réponse, on va dire, à l'obsession identitaire ? Pour moi, et c'est là où je considère encore que cette promesse républicaine est une bénédiction pour nous tous et pour notre société, c'est que la promesse républicaine, elle se résume presque en une phrase. Elle promet à chaque individu qu'en toutes circonstances, il pourra dire « je » et pas « nous ». Qu'il pourra dire « je » contre première personne du singulier, contre le « nous », première personne du pluriel, de sa naissance, de sa religion, de son ethnie, de sa couleur de peau, de son quartier ou que sais-je encore. C'est une promesse, voilà, que le « nous », le plus grand « nous » et le seul véritable « nous » sera le « nous » de la nation. Et que chacun pourra parler, s'émanciper individuellement d'une sorte de coercition qui assassinerait sa possibilité d'être. Madame la rabbine Delphine Orviller, à quelques jours de Kippour, est-ce qu'il y a un message de Kippour ? Vous savez, Kippour, c'est un moment où on est invité à regarder dans un rétroviseur, de regarder notre passé pour changer l'avenir. En ces temps où il y a encore une fois tellement de tensions entre les générations, on le voit sur tellement de sujets, on a l'impression que les jeunes et les anciens ne se comprennent plus et ne se parlent plus, qu'ils se reprochent mutuellement de s'être égarés, d'avoir foutu la planète en l'air ou de nous emmener droit dans le mur. Je pense qu'il faut être capable, à Kippour, d'être dans une reconnaissance de dette. Vous savez, on peut changer l'avenir uniquement quand on sait ce qu'on doit à son passé. Ça ne veut pas dire de ne pas critiquer son passé. Parfois, le passé, on peut le critiquer. Mais si vous ne reconnaissez pas ce que vous devez à ce qu'on vous a transmis, alors il n'y a nulle part où aller. Merci. En tout cas, avant de conclure, je rappelle que votre livre « Il n'y a pas de Hajar » est publié chez Grasset. Merci Delphine Orviller d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. Bonne fête de Kippour. Merci. Et à dimanche prochain. Merci.